Mali, une manifestation interdite de l'opposition a été dispersée à coups de gaz lacrymogène ce vendredi, à la veille de l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain s'est officiellement ouverte ce vendredi sur fond de crise. Et puis au Kenya, la justice a levé pour 7 jours ce vendredi la censure du film kenyan Rafiki qui traite de l'amour entre deux femmes. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Naufrage d'un ferry dans le sud du lac Victoria en Tanzanie. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches pour trouver des survivants. Plusieurs personnes y ont perdu la vie. Les images. 151 morts, c'est le nouveau bilan du naufrage du ferry MV Nyerere dans le sud du lac Victoria en Tanzanie. Ce bilan continuait de s'alourdir ce samedi au 3e jour des opérations de recherche et pour les familles des disparus, la perspective de revoir les survivants s'éloigne. Le ferry MV Nyerere a une capacité de 25 tonnes de marchandises et de 101 passagers, mais s'agissant des passagers, il saute clairement aux yeux que le nombre était dépassé car il y a encore des corps qui n'ont pas été repêchés, a déploré dans un discours prononcé sur la télévision nationale le président John Magufuli. Le ferry assurait la liaison entre l'île d'Ukara et celle située juste en face Ukirewe qui abrite la localité de Bugolora où les habitants d'Ukara viennent régulièrement s'approvisionner quand l'accident s'est produit. La plupart des corps ont été identifiés par leurs familles, donc tous les arrangements nécessaires ont été faits. La prochaine étape est d'autoriser les membres des familles à commencer à identifier et récupérer leurs proches, prêts pour les obsèques de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce tragique accident. Le ferry a tourné dans un virage assez serré, à tel point que les camions qui étaient aussi chargés avec les mêmes marchandises à l'intérieur du ferry ont glissé et des tonnes de sacs de maïs ont commencé à tomber sur les gens et finalement le ferry s'est renversé. Notre ferry avait une capacité maximum de charge de 25 tonnes de biens et de 100 passagers, mais ces morts prouvent que le ferry était surchargé. Le gouvernement ne tolérera pas cette négligence. Des mesures strictes seront prises contre tous ceux qui ont été impliqués dans les causes de cet accident. Nous avons déjà formé un comité spécial indépendant pour enquêter sur cet incident. À la suite du naufrage, le président tanzanien John Magufuli a décrété ce vendredi 4 jours de deuil national. Dans un communiqué, le pape François a exprimé sa solidarité la plus sincère envers ceux qui ont été endeuillés par la perte de leurs proches. Une manifestation interdite de l'opposition au Mali a été dispersée à coups de gaz lacrymogène ce vendredi à Bamako, et ce, à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du pays et de l'investiture du président réélu Ibrahim Boubacar Keïta. Les partisans du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui ne reconnaît pas sa défaite lors du scrutin du mois d'août, avaient prévu de converger vers le centre-ville, d'y passer la nuit, puis de manifester en marge des cérémonies organisées samedi. Les échauffourées ont éclaté entre ces manifestants, dont certains brandissaient des affiches « Ibeka dégage » et les forces de l'ordre à l'un des points de rassemblement dans la commune 4 de Bamako, a constaté un correspondant de l'agence France Presse. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène, tandis que les manifestants mettait le feu à des pneus, selon ce correspondant. Au moins une personne a été interpellée pour besoin d'enquête, selon une source policière. 12 personnes l'ont été, a affirmé dans la nuit de vendredi à samedi, une source proche de l'ancien candidat à la présidentielle. Ce sont des membres de la direction de campagne de Soumaïla Cissé, dont Michel Moncourt, présidente de la commission d'organisation de ces manifestations et dirigeante de premier plan de l'URD, le principal parti de l'opposition. D'après cette source, elle a dénoncé les violences policières sur des jeunes descendus dans la rue pour préparer les caravanes de manifestants. Le gouverneur de Bamako avait rétorqué la demande d'autorisation de manifester vendredi en raison des événements du 22 septembre, fête de l'indépendance de notre pays, selon un courrier adressé au directeur de campagne de Soumaïla Cissé.
Plusieurs chefs d'État du continent sont arrivés vendredi à Bamako pour assister samedi à un défilé militaire et une cérémonie. Il marque le début du deuxième mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a prêté serment le 4 septembre après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain s'ouvre officiellement ce samedi. Pendant 2 semaines donc, les 9 candidats à cette élection sont attendus sur le terrain pour faire la promotion de leur offre politique. Mais le contexte est loin d'être aisé. Le pays est en effet traversé par diverses tensions et crises. En tête des préoccupations, il y a la crise sécuritaire dans les 2 régions anglophones. Depuis des mois, la violence n'a cessé de croître dans les principales villes de cette partie du pays. L'armée y est quotidiennement aux prises avec des combattants séparatistes représentant la frange radicalisée d'un vaste mouvement de mécontentement des populations anglophones né fin 2016. Les résidents de ces régions vivent depuis des semaines sous couvre-feu et la crainte d'une flambée de violence à l'approche du jour du vote a conduit des milliers de personnes à fuir dans le sud-ouest et le nord-ouest. Difficile dans ces conditions de savoir si les candidats à l'élection présidentielle pourront se mouvoir librement dans ces régions. Dans l'extrême nord, le conflit Boko Haram a certes baissé en intensité, mais la secte djihadiste continue d'y faire des victimes. Des enlèvements et des tueries de paysans restent régulièrement répertoriés le long des localités frontalières avec le Nigeria. Sur un plan plus général, et pour ajouter à ce climat de crispation, les candidats de l'opposition ont dénoncé ces derniers jours des manœuvres de l'administration pour empêcher la tenue de leur meeting. Ce journal se poursuit. Depuis le mercredi dernier, il n'est plus aisé de jouir des prestations des réseaux GSM au Bénin. Les opérateurs GSM, en application des mesures du gouvernement, ont augmenté les prix des réseaux sociaux. Un fait qui a suscité des réactions de désapprobation dans tout le pays. Le parti Union sociale libérale est monté au créneau pour dénoncer la méthode. L'Union sociale libérale observe avec gravité ces atteintes répétées à l'idéal démocratique auquel tous les Béninois aspirent et exige du gouvernement du président Patrice Talon l'abrogation sans délai de cette décision hasardeuse de taxation de l'Internet, le respect sans faille de la promesse du candidat Patrice Talon de rendre l'Internet accessible à tous et à moindre coût, l'autorisation de toute manifestation publique d'expression des libertés chèrement acquises, le retour immédiat à l'état de droit et à la démocratie. L'Union sociale libérale s'associe et s'associera à toute initiative allant dans le sens de la préservation de la paix et du développement. Elle apporte tout son soutien à la jeunesse béninoise et l'invite à faire usage de tout moyen légal pour faire barrage aux tentatives de confiscation de sa liberté. L'USL réaffirme sa conviction profonde que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent une réelle opportunité pour le développement des emplois, notamment pour les jeunes. Il faut dire que face au mécontentement de la population, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré ce samedi les opérateurs GSM. Il ressort de cette réunion que la taxe sur les forfaits réseaux sociaux et sur Internet serait annulée. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a présenté ce vendredi une série de mesures pour relancer l'économie de son pays en récession. Ces mesures concernent notamment un assouplissement des règles d'obtention des visas pour stimuler le tourisme et un programme d'infrastructure. Des précisions à travers ces images. Le plan de stimulation et de relance de l'économie dévoilé ce vendredi par le président sud-africain Cyril Ramaphosa vise à restaurer la confiance des investisseurs, éviter de nouvelles suppressions de postes et créer de nouveaux emplois.
Selon le chef de l'État, ce plan ne se traduira pas par une augmentation des dépenses publiques, mais une révision des priorités du budget actuel qui porte sur environ 3,5 milliards de dollars. Pour encourager le tourisme et faciliter les affaires, Cyril Ramaphosa veut assouplir les régulations pour les mineurs et les visas de personnes hautement qualifiées et réviser la liste des pays soumis à l'obtention d'un visa pour entrer en Afrique du Sud. Il a également promis une série de mesures de soutien aux agriculteurs noirs et la mise en place d'un fonds pour la création et le soutien aux entreprises dans les townships et les zones rurales. Le président a enfin annoncé la création d'un fonds pour les infrastructures d'un montant de plus de 28 milliards de dollars qui reste à financer, notamment avec l'appui de partenaires privés. Ce fonds doit permettre de construire des routes, des barrages ou encore des écoles. Autant de projets qui auront le potentiel de créer de l'emploi à grande échelle. La justice kenyane a levé pour 7 jours ce vendredi la censure du film kényan Rafiki. Cette production cinématographique était jusqu'alors interdite dans le pays au motif qu'il traite de l'amour entre deux femmes. Cette levée de censure permettra à la réalisatrice du long-métrage de briguer une nomination pour les Oscars. Wanuri Kayou et l'ONG Creative Economy Working Group ont saisi la haute cour de Nairobi qui a toutefois précisé que le film ne pourra être vu que par des adultes consentants. Le film ne peut être diffusé au Kenya parce que s'il l'était, il enfreindrait la loi et je pourrais être emprisonné pour ça. Donc, on a décidé de ne pas montrer le film tant que l'interdiction n'est pas levée. On attend que la présence de la femme africaine soit complètement reconnue à Cannes. On pense que c'est tellement le moment de rendre hommage aux jeunes femmes africaines. Donc, on croit vraiment, on se sent ici pour représenter la présence des femmes africaines dans la mode, dans la musique, dans le cinéma, en tant qu'actrice, réalisatrice, écrivaine. Il est temps de célébrer ce moment et d'ailleurs, nous sommes venus avec beaucoup de jeunes femmes africaines et on est vraiment très excités d'être tous ici pour célébrer le film. Toujours sous le coup des lois datant du colonialisme britannique, l'homosexualité reste illégale au Kenya. Et la commission kenyane de la censure avait interdit le film en raison de son thème homosexuel et de son but évident de promouvoir le lesbianisme au Kenya, ce qui est illégal et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kenyan. Or, les critères de sélection pour les Oscars. La canicule de l'été 2018 a provoqué environ 1500 morts de plus qu'un été normal en France. Face à la multiplication attendue des épisodes de canicule avec le changement climatique, la ministre de la Santé appelle à mieux s'adapter. Environ 1500 morts de plus qu'un été normal, soit 10 fois moins que lors du record de 2003. C'est l'impact de la canicule 2018. L'État, les associations et les communes sont au maximum de ce qu'elles peuvent faire. À présent, il va falloir adapter les villes, les transports, les solidarités nationales pour faire face à des canicules plus prolongées. Alors, le nombre de décès, de surmortalité a été évalué à un peu moins de 1500 décès liés à la canicule en plus des étés habituels. Pour une canicule qui a été prolongée, 16 jours, comme la canicule de 2003, mais un peu moins intense, et qui a touché 40 millions de personnes aujourd'hui. Donc ça, c'est un impact sanitaire qu'on repère, mais qui reste relativement modéré. Les organisations, parce qu'aujourd'hui, nous le gérons comme une gestion de crise extrême pour une durée déterminée. Si les canicule devait se prolonger, nous aurions des difficultés organisationnelles à assurer cela sur un temps très prolongé. Donc nous sommes en train de faire évoluer le plan. C'est un défi sociétal. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il va falloir adapter nos villes, nos transports, notre solidarité nationale. L'été 2018 a été la deuxième plus chaude de l'histoire de la France, avec une température moyenne supérieure à la normale de près de 2 degrés Celsius, loin toutefois de celui de 2003. Une vague de chaleur exceptionnelle a notamment frappé l'ensemble du pays du 24 juillet au 8 août
en particulier le quart nord-est. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.